Les révolutions tunisiennes et égyptiennes ont dévoilé au monde une France à plusieurs visages. Celui de Nicolas Sarkozy qui passe ses vacances dans les palais alaouites à Marrakech. Celui de François Fillon qui emprunte l'avion privé du président Moubarak. Celui de Michel Alliot-Marie qui survole la Tunisie dans les avions de Ben Ali. Et puis, il y a certainement d'autres France, d'autres Europe, proches des aspirations de millions de jeunes Arabes. Des jeunes du Maghreb comme du Machrek qui ne supportent plus le silence, la complicité et le soutien inconditionnel au pouvoir absolu et arbitraire. Il faut dire qu'en Tunisie, comme en Égypte, en Algérie, comme au Yémen, le mur de la peur est tombé et l'avenir dira si ce sentiment fera tache d'huile dans le reste du monde arabe. Mais ce qui semble déjà très clair, c'est que la société civile de la rive sud de la Méditerranée est résolument décidée à prendre son destin en main et mener sa barque vers la liberté et la dignité. Patrick Le Yarrick, député européen et directeur du quotidien français L'Humanité, nous dira dans cet entretien si ces positions convergent vers les objectifs de ces dizaines de millions de jeunes Arabes qui veulent en défaire avec le pouvoir absolu, les immolations et les barques de fortune. Ustad Patrick Ahlan bika ma'ana. Monsieur Le Yarrick, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, l'Europe n'a pas voulu voir ou elle n'a rien vu venir quant aux événements, notamment en Tunisie et en Égypte? C'est les deux. Elle n'a pas voulu voir et elle n'a rien vu venir parce qu'elle n'est pas proche des peuples, elle n'est pas proche des organisations démocratiques et progressistes. Et quelles sont les principales divergences au sein de l'Union européenne? Est-ce qu'on peut déjà les cibler et en parler sans tabou? Les divergences au sein de l'Union européenne, malheureusement, l'Union européenne a été assez unie pour maintenir les peuples arabes dans leur ensemble, dans la soumission, puisque d'une part, il n'a jamais été fait de remarques efficientes vis-à-vis des dirigeants des pays arabes, quels qu'ils soient, et d'autre part, en permanence, on a fait avec eux des accords d'association, des accords de libre-échange, c'est-à-dire que les principes même qui régissent l'Union européenne, c'est-à-dire celui du marché à tout prix pour le profit à tout prix pour les entreprises à base européenne ou américaine, a eu le primat sur tout le reste. Et à partir de ce moment-là, évidemment, on n'a pas voulu discuter des autres questions. J'ajoute que sur une question fondamentale comme celle du droit pour le peuple palestinien d'avoir sa patrie et son État, l'Union européenne, le Parlement, parfois s'est contenté de résolutions, de déclarations, et les institutions européennes, la Commission et le Conseil européen n'ont produit aucun acte tangible pour aider à ce qu'il y ait des négociations efficaces pour qu'il y ait un État palestinien. Par conséquent, l'Union européenne a été totalement à côté du mouvement populaire qui se déroule aujourd'hui dans les pays arabes dans leur ensemble. Que doit faire, selon vous, l'Union européenne pour essayer de se rattraper pour sa crédibilité, en tout cas vis-à-vis des peuples arabes cette fois-ci, pas les dictatures? Mais elle devrait d'abord discuter avec, évidemment, toutes les parties, mais elle doit discuter avec les forces démocratiques, les forces qui prônent la liberté, les forces progressistes également, les organisations syndicales, les organisations de droits de l'homme, partout. Elle doit les écouter. Et à partir de ce moment-là, aider à un processus véritable de démocratisation. C'est une question fondamentale. Ce n'est pas la seule, mais c'est une question fondamentale. D'autre part, elle doit être claire et nette sur la question de l'État palestinien et de faire cesser la colonisation, le mur qu'il y a aujourd'hui en Palestine, le blocus qu'il y a à Gaza, et d'autre part, elle doit trouver les chemins qui nous sortent des bourbiers afghans et irakiens. Parce que ce qui a été fait en Irak, comme ce qui est fait au peuple palestinien, a constitué, de mon point de vue, une véritable humiliation pour les peuples arabes dans leur ensemble. Alors, selon vous, à qui ne profite pas la démocratie des pays arabes? Si les pays arabes venaient vraiment à se démocratiser, Elle ne profite pas jusque-là, elle ne profitait
pas au peuple le fait qu'il y ait ces dictatures. Tandis que la démocratie, qui est une tentative d'émancipation des peuples, c'est un pas en avant vers un système démocratique, n'était pas très bien vu ni de la direction américaine, ni de la direction des institutions officielles européennes. Parce que, je répète, ce qui est le primat dans tout cela, c'est toujours les affaires, c'est l'affairisme. Et on voit comment, par exemple, un projet comme l'Union pour la Méditerranée a coulé, je ne sais pas dans quelle mer, d'ailleurs, je ne suis pas sûr que ce soit dans la mer Méditerranée, mais a coulé corps et âme parce qu'il n'y a été fait aucun acte concret visant à la coopération. Je ne parle pas d'actes visant la domination comme on l'a fait aujourd'hui, à une coopération véritable, parce que nous avons cette mer commune, nous avons des cultures communes, nous pouvons mener à bien des projets communs, mais pas sur la base de la mise en concurrence des salariés, des travailleurs entre eux, ou les entreprises à base européenne ou américaine allaient dans les pays du Maghreb ou du Macrèche profiter d'une main-d'œuvre à meilleur marché que la main-d'œuvre européenne. Cette question, il faut aussi la poser. Et cela éclate aujourd'hui, à ce moment-là, alors qu'on est dans une crise mondiale qui touche l'ensemble des populations du monde, mais particulièrement les populations pauvres des pays arabes, qu'on a maintenues jusqu'à aujourd'hui dans cette sorte de domination. Et voilà ce qui est en train d'éclater. Alors il faut repenser en urgence la politique européenne de voisinage ? Oui, il faut totalement la repenser. Il faut la repenser sur la base d'échanges culturels, d'échanges entre les jeunesses des deux rives de la Méditerranée, sur la base d'une véritable coopération entre les peuples, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les entreprises européennes ou américaines ou d'autres, ils aient la possibilité de faire ce qu'ils font aujourd'hui, utiliser une main-d'œuvre à bon marché dans ces pays-là, au détriment de l'emploi et des niveaux de salaire dans l'Union européenne. C'est le contraire qu'il faudrait faire, c'est élever les niveaux sociaux des deux côtés de la Méditerranée, avec un devoir de rattrapage pour un certain nombre de pays qui ont été colonisés par les pays européens. Donc il y a un beau projet devant nous, mais ça doit être un projet qui soit favorable aux peuples de chaque côté de la Méditerranée, comme aux jeunesses, comme aux échanges culturels et éducatifs. Israël a le monopole de la démocratie parce qu'elle se targue toujours de dire que c'est le seul pays démocratique dans la région du monde arabe. On nous dit ça, ça n'a pas été vérifié. En tout cas, je ne crois pas, et c'est valable pour tous les pays au monde, je ne crois pas qu'on puisse être une authentique démocratie quand on fait ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on colonise un territoire, le territoire palestinien, qu'on est en train de le réduire en morceaux, c'est-à-dire un vrai fromage de gruyère où le territoire palestinien n'est plus que des cantons, en quelque sorte, où la direction israélienne fait la pluie et le beau temps en maintenant ce peuple dans une soumission inacceptable. Quand on fait un blocus contre une partie de cette population, comme cela se fait à Gaza, j'ai été il y a quelques semaines au point de passage à Gaza, c'est affreux ce qui se passe. Le blocus est maintenu, il est maintenu pour les êtres humains comme il est maintenu pour les marchandises et l'alimentation. Par conséquent, on n'est pas une authentique démocratie quand on fait ça. Alors justement, à votre avis, que pourrait-il se passer si Moubarak venait à tomber? L'Égypte est un pays stratégiquement très important. C'est vrai, mais il faut, dans ces conditions, créer les conditions. La Ligue arabe pourrait jouer un autre rôle, plus positif que celle qu'elle joue aujourd'hui. Il faut créer les conditions de réunir les nouveaux dirigeants arabes. Il faut évidemment que le quartet, les États-Unis, soient dans le jeu, mais que l'Union européenne rentre dans le jeu. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que de partout là-bas, il y a une demande d'Union européenne, mais une demande positive pour régler cette question qui passe par l'existence d'un État à Israël, mais ceci existe déjà, et l'existence d'un État palestinien dans les frontières de 67 avec Jérusalem-Est comme capitale. Tant qu'on ne fera pas ça, eh bien, il y aura toujours
comme une arête de poisson dans la gorge du monde. On ne peut pas rester dans cette situation. Et de ce point de vue, il faut profiter de la situation nouvelle aujourd'hui avec des nouveaux dirigeants qui tiennent compte véritablement des aspirations de leur peuple. Vous pensez que les peuples arabes, notamment en Tunisie, en ce moment en Égypte, viennent d'adresser un message important à l'Union européenne qui consiste à dire « Oubliez, nous ne sommes pas les anciens colonisés, mais nous souhaitons traiter d'égal à égal ». Je crois qu'il y a de ça dans les mouvements qui existent dans ces pays. Il y a de cela. Il y a la recherche de la concorde, de la coopération, de la compréhension mutuelle, et que ça donne une responsabilité aussi au peuple européen et aux dirigeants européens pour entendre ce message et accompagner les aspirations du peuple. Non pas leur imposer leurs désirs, mais les accompagner à partir de leurs demandes. Et vous croyez, vous, à l'instauration véritable de la démocratie en Égypte surtout ? J'y crois. C'est un mouvement irrépressible que personne ne pourra arrêter aujourd'hui. Malheureusement, nous sommes dans un moment charnière, inquiétant, puisqu'il y a des morts. On organise une sorte de guerre civile pour tenter encore de faire tenir ce régime agonisant quelques jours. Mais c'est une donnée fondamentale, irrépressible, un principe universel contre lequel personne ne pourra aller. Tous les kleptocraties, toutes les autocraties, toutes les dictatures du monde ne résisteront pas à ce mouvement populaire. Qu'est-ce que vous pensez de l'argument islamiste ? Je n'y crois pas beaucoup. Parce que ce que je crois au regard de l'histoire, par exemple de l'Europe, de la grande Europe, c'est que la religion dans nos pays a joué un rôle, il fut un temps. La religion joue un rôle dans ces pays aujourd'hui, mais il y a des tendances aujourd'hui d'avoir des partis politiques, même se réclamant de l'islam, mais qui ne sont pas ni des suppôts de Al-Qaïda, ni de Ben Laden, ni même du régime iranien. Et donc il y a aujourd'hui des tentatives de la part des personnalités, des dirigeants, des responsables qui se réfèrent à l'islam aujourd'hui, eh bien de respecter aussi les désirs du peuple et d'aller vers une sorte de laïcisation de ces pays où chacun pourra penser ce qu'il veut, croire ce qu'il veut de la manière qu'il veut. Mais je ne crois pas à l'argument qui consisterait à nous dire entre l'islamisme et la dictature, il n'y a rien. Moi, je crois qu'il y a une autre voie et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Comment vous voyez les relations futures entre Israël et le reste de la région, du Moyen-Orient, si cette démocratie venait à réellement s'installer? Eh bien, moi, je suis pour l'existence de l'État d'Israël. C'est reconnu par les décisions internationales et ça ne fait aucun doute dans mon esprit. Mais il faudra que les dirigeants israéliens se rendent à la raison et acceptent, eux aussi, le mouvement qui est en train de se passer dans l'ensemble des pays arabes. Il faudra que les dirigeants israéliens écoutent eux-mêmes leurs forces pacifistes, leurs forces démocratiques et leurs forces progressistes, bien qu'elles soient affaiblies aujourd'hui. Je pense qu'il y a aujourd'hui possibilité d'une coexistence entre tous ces peuples, mais à condition que l'un ne domine pas les autres ou tente de dominer les autres. Alors, Israël annonce maintenant très clairement que Moubarak est fini. Les États-Unis, ils sont dans le même discours. L'Union européenne, encore très timide. L'Union européenne, les institutions, Madame la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, la Commission, même le président lui-même, sont plus que timides. Ce sont des gens qui ont les oreilles et les yeux totalement bouchés. Au lieu d'aller de l'avant, de se positionner, aller au devant des peuples et de les écouter, il ne se passe aucune initiative
concrète de la part de l'Union européenne, alors qu'on nous avait dit qu'elle allait jouer un grand rôle dans le monde. La réalité, il faut bien en convenir, c'est que c'est les dirigeants nord-américains qui aujourd'hui mènent la danse, et donc il faut s'en méfier, car il y a des projets derrière cela, des projets que Bush n'a pas réussi par la force, qu'aujourd'hui la direction nord-américaine, par d'autres moyens, tente pour imposer son système de Grand Moyen-Orient sous domination américaine. Ce ne serait pas non plus une solution, car la vraie solution pour les Arabes dans leur ensemble, c'est de revenir au développement de la nation arabe et d'une indépendance, d'une souveraineté politique et économique. L'effet domino, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne crois pas à un système mathématique qui conduirait absolument à des bouleversements. Ce dont je crois fondamentalement, c'est que à la fois la crise avec le renchérissement des matières premières, notamment des matières alimentaires, le refus des dictatures et de la corruption dans ces pays. Troisièmement, la demande d'un respect des peuples arabes dans leur ensemble, du peuple palestinien, des peuples en Irak et en Afghanistan, je crois que tout cela sont des aspirations fortes et qui obligera peu ou prou à des transformations dans chacun de ces pays. Je souhaite qu'elles soient démocratiques et progressistes, bien évidemment. Vous pensez que le mur de la peur est tombé comme le mur de Berlin est tombé en 1989? La peur a changé de camp et j'en suis très content, oui. Alors, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes français. Qu'est-ce que vous pensez des déclarations de la ministre des Affaires étrangères française, Alliot-Marie? Elle fait honte à la France. Parce que non seulement elle avait proposé, pendant le début des révoltes en Tunisie, d'emmener les services de police français, les fusils et les balles. D'ailleurs, on a offert des grenades lacrymogènes au gouvernement de Ben Ali. Mais nous apprenons maintenant que les services du ministère de l'Intérieur, quand elle était ministre de l'Intérieur, ont formé, entraîné des policiers égyptiens à ce qu'ils appellent le maintien de l'ordre. C'est ce que révèle le journal L'Humanité ce matin. Donc, ils font honte à la France. Ils ne sont pas du côté de la démocratie et des peuples, ils sont du côté des dictatures. Nous qui sommes le pays des droits de l'homme, nous qui sommes le pays qui avons fait avancer cette cause universelle et qui avons fait la révolution de 1789, nous ne sommes pas fiers de nos dirigeants. Encore un mot par rapport à la ministre des Affaires étrangères française, Madame Alliot-Marie. On a appris hier aussi que pendant le début du soulèvement en Tunisie, elle était en vacances, oui. Donc, et elle se déplaçait de Tunis à Tabarka, à l'ouest de Tunisie, oui. Frontière avec l'Algérie, dans un avion privé du gendre ou un parent, en tout cas, à M. Ben Ali. Tout à fait. Ben, quand on est ministre de la République française et qu'on est en vacances, on utilise des compagnies normales, aériennes normales, comme tout le monde, et on ne se fait pas payer les hôtels, les déplacements en avion par les suppôts des dictateurs ou les familles liées aux dictateurs. Ça fait honte à la France, et je crois que dans ces conditions, elle ne doit pas rester ministre des Affaires étrangères comme elle l'est. Il y a une certaine opposition en France qui demande donc sa démission. Je crois qu'elle devrait prendre elle-même ses responsabilités et quitter son poste, d'autant qu'elle a accumulé les bévues, celles que je viens de vous dire. Mais vous savez, elle sortait du bureau de M. Moubarak il y a encore quelques jours de cela, où elle disait que c'était un pays de démocratie et de tolérance. Vous pensez qu'elle va le faire? Je ne sais pas. Ce serait souhaitable pour tout le monde. Alors, une autre question. On va rester en France parce qu'il faut rappeler que la Tunisie est une ancienne colonie de la France. Le dernier discours aussi de M. Sarkozy, ou plutôt ses déclarations à travers une conférence de presse qu'il a donnée à Paris récemment, quand il rappelle plutôt aux peuples arabes que la France était le pays colonisateur et qu'elle a quelque part ce droit de regard dans cette région du monde. Non, nous n'avons pas un droit de regard. Nous avons un droit de réparation. Évidemment, la bourgeoisie internationale dans laquelle est le président de la République française ne veut pas entendre cela.
Mais nous, ce n'est pas un droit de regard que nous avons à l'égard de ces peuples et de ces pays. Nous avons un devoir de réparation pour la spoliation que nous avons fait à l'égard de ces peuples pendant la colonisation, mais aussi depuis. Quand aujourd'hui les entreprises à base européenne et française vont dans ces pays exploiter, surexploiter la jeunesse, parfois les enfants, les travailleurs de ces pays-là, en utilisant les bas salaires comme ils le font, oui, nous avons un terrible droit de réparation vis-à-vis de ces peuples et un droit et un devoir de coopération, de compréhension vis-à-vis de ces peuples. Voilà ce que nous devrions faire et dire. Vous pensez que le pardon de la France pour l'Algérie va venir un jour? Le pardon dans quel sens? Que la France demande pardon à l'Algérie? Oh, il y a eu des petits actes, enfin des paroles prononcées, des actes, il n'y en a pas, il n'y en a eu guère. Oui, elle devrait. Un pardon comme celui de l'Allemagne fait aux Juifs, aux Israéliens. Elle devrait d'une part le faire, ça c'est des mots, mais d'autre part, elle devrait engager un processus de dialogue et de coopération pour réparer le mal qui a été fait et d'avoir des coopérations mutuellement avantageuses et ne pas traiter les jeunes des pays arabes ou les enfants des travailleurs des pays arabes qui sont venus eux-mêmes se faire exploiter en France, être traités comme ils le sont aujourd'hui, avec la chasse aux faciès, avec les interdictions d'emploi, avec la police qui est à leur trousse en permanence à tous les sorties ou entrées de métro en France. Oui, nous devrions avoir cette main généreuse. C'est ça la voie de la France. La voie de la France, c'est la démocratie, les libertés, la générosité et la fraternité. Et non pas le pouvoir que nous avons aujourd'hui qui maintient ces peuples dans la soumission et la domination et qui, quand une partie de ces gens, pour une multitude de raisons, sont sur notre territoire, sont également eh bien, maltraités, sont suivis par des policiers ou contrôlés à tous les barrages et surtout n'ont pas accès convenablement aux emplois, aux études et à un bon logement. Voilà ce que nous devrions faire si nous étions fidèles à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à la Révolution de 1789. J'aimerais qu'on revienne aussi, qu'on dise un mot encore sur le problème palestinien. Je sais que ça vous tient à cœur aussi. Beaucoup, oui. Vous pensez que le blocus est justifié? Injustifié, totalement injustifié. Il n'y a rien aujourd'hui qui menace Israël et quand bien même ce serait vrai, eh bien, créons les conditions pour mettre aux frontières une force internationale de contrôle de telle sorte qu'il n'y ait aucun problème. Mais aujourd'hui, ceci n'est pas du tout justifié. On est en train de mettre le peuple de Gaza dans une pauvreté sans nom. On est en train de, vous savez, il y a 200 écoles en projection. Il n'a été construit que 6. On empêche les jeunes palestiniens d'aller à l'école et d'apprendre. Il y a des gens qui n'ont pas à manger. La majorité de la population vit avec $1 par jour. Donc ce blocus est totalement injustifié, d'autant plus injustifié qu'à côté du blocus, il y a 1500 tunnels où tout le commerce via l'Égypte d'ailleurs est en train de se faire au vu et au su de tout le monde. Par conséquent, à qui profite exactement ce blocus aujourd'hui? Pas au peuple palestinien en tout cas. Un dernier mot par rapport aux dernières révélations faites par la chaîne de télévision Al Jazeera sur la nature et le mode de négociation entre l'autorité palestinienne et Israël. Oui, ça, c'est un petit coup de... On peut le lire de deux manières. C'est un petit coup de poignard dans le dos contre les négociateurs palestiniens. On essaye d'accréditer l'idée que les leaders palestiniens céderaient sur tout. Or, vous savez, j'ai vu à plusieurs reprises le président, j'ai vu le Premier ministre palestinien, j'ai vu aussi ce qu'il est en train de réaliser en tentant de créer de facto l'État palestinien, et j'ai vu que quand il crée quelque chose, on m'a montré une route qu'il avait fini de construire, 3 kilomètres je crois, et qui était bombardée par les forces israéliennes quelques heures après. Par conséquent, cette tentative de déstabilisation, elle ne sert
pas la cause palestinienne, en tout cas un État démocratique, laïque palestinien, comme ils veulent le faire aujourd'hui. C'est une opération qui m'inquiète plutôt. Mais on peut le lire autrement. Ceux qui nous disent que les Palestiniens ne veulent jamais discuter de rien sont des gens totalement butés, eh bien, ils voient là que les négociateurs palestiniens, ils ont été en permanence prêts à faire des pas. Mais ce qu'ils réclament... Prêts à faire aussi beaucoup de concessions. Des concessions, ils en ont déjà faites. Ils en ont déjà fait. Ce qu'ils réclament aujourd'hui, c'est l'application des résolutions des Nations Unies. Les frontières, Jérusalem-Est, non seulement pour moi l'arrêt de la colonisation, mais il faut décoloniser la Palestine. Sinon, il n'y a pas d'État palestinien viable. Il ne faut pas se raconter l'histoire. Monsieur Le Raïk, ça a été un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Shukran jazilan li wujudik ma'ana fi hadhihi al-halqa. Madame, Monsieur, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Je vous retrouve dans 2 semaines sur la même chaîne et à la même heure. مشاهدينا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى أن يجمعنا لقاء آخر. ها هي ليلى حداد تحييكم من استوديوهات تلفزيون الحوار في بروكسل. إلى اللقاء.